Bonjour à tous. Merci Damien. Merci Jean-François pour l'invitation. Merci à tous d'être là. Je remercie tous ceux qui ont participé aux recommandations que je présenterai à la fin, parce que clairement le topo va se baser sur les recommandations, parce que comme l'a dit Damien, il y a pas mal de choses qui ont évolué sur ces recommandations-là, et particulièrement sur la partie triage. Le triage, c'est un mot qui veut un peu tout dire et que je vais essayer déjà de définir dans un premier temps, donc j'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus. Le triage, finalement, c'est une des spécificités de la médecine d'urgence, aussi finalement de la partie déchocage qu'il peut y avoir pour identifier quels sont les malades les plus graves. L'idée de tout ça, c'est de définir le degré d'urgence quand on se positionne en régulation. Donc c'est de définir le degré d'urgence, le type de réponse qu'il faut proposer et du coup l'orientation qu'on va proposer aux patients. Donc on va rechercher les détresses vitales, on va rechercher des facteurs de risque et derrière, on va choisir quel est le vecteur qu'on utilise pour prendre en charge le patient. Donc ça peut être le SMUR, ça peut être les pompiers, ça peut être un médecin de garde ou autre. Voilà la décision, en tout cas sur la partie préhospitalière. Quand on se met sur la partie intra-hospitalière, finalement, c'est le rôle de l'infirmière de triage, ce qu'on appelle l'infirmière organisatrice de l'accueil, IOA, qui, à travers un interrogatoire rapide, va recueillir des éléments pour définir le degré d'urgence du patient et savoir si le patient doit être pris en charge immédiatement, en moins de 20 minutes, en moins d'1 heure. Et pour faire tout ça, elle a 6 minutes, ce qui nécessite d'avoir une structure très très claire. Le but, c'est donc de rechercher une détresse vitale évidente, qui est bien présente, un patient qui est en état de choc immédiatement, ou une détresse vitale potentielle. Reconnaître aussi les situations non urgentes pour pouvoir les écarter, et du coup prioriser à travers l'attribution d'un niveau de tri et attribuer un secteur pour la prise en charge du patient. Ce qu'on utilise pour ça, c'est des déterminants primaires et des déterminants secondaires. Les déterminants primaires, c'est le symptôme principal, ce qui grosso modo revient au motif d'admission du patient, les paramètres vitaux, qui comme vous le savez tous sont les éléments qui vont être défaillants en premier chez un patient, et ensuite des déterminants secondaires qui vont moduler finalement les premiers éléments que je vous ai cités ici, c'est les circonstances et le terrain. C'est pas pareil d'avoir un traumatisme crânien sur une chute de sa hauteur ou d'être à moto, non casqué, à 110 km/h. Il y a peu de chances que ce soit un TCL celui-là. On a des grilles de triage. Et je prends ici l'exemple de la French qui a défini justement des critères à travers ces déterminants primaires et secondaires. Donc vous voyez le motif de recours qui est donc un des déterminants primaires secondaires, et ensuite les différents modulateurs déterminant soit les paramètres vitaux, alors le Glasgow rentrant dans les paramètres vitaux, on peut toujours en discuter, mais aussi tout ce qui va être terrain du patient, prise d'anticoagulants ou d'autres éléments cliniques qu'on peut identifier. Ça c'est l'exemple de la French où vous voyez que sur le traumatisme crânien, le coma Glasgow inférieur à 8 est effectivement une prise en charge immédiate. La prise d'anticoagulants nécessite une prise en charge en moins de 20 minutes. Ça, c'est l'échelle qui est validée au niveau national. Il y a des échelles un peu plus locales. Ça, c'est celle qu'on utilise chez nous à Bordeaux. Mais vous voyez que finalement, il n'y a pas trop de différence en termes d'évaluation. Rentrons plus précisément dans le vif du sujet qui est le traumatisme crânien. Le traumatisme crânien, il est défini en termes de gravité selon 3 niveaux. Le traumatisme crânien mineur, léger. Lorsque le Glasgow est supérieur à 13, on ne discutera pas du supérieur égal ou du supérieur à 13, ça a été fait suffisamment l'objet de débat dans la recommandation. Les TC modérés, lorsque le Glasgow est compris entre 9 et 13, et les TC sévères, quand le Glasgow est inférieur à 8. Dans le contexte du traumatisme crânien léger, il faut se poser cette question du triage. La question du triage, elle se justifie par pas mal d'éléments. Il y a un flux au niveau des urgences qui est grandissant en permanence, avec, pour ces patients-là, finalement, même si on sait que c'est important, une faible rentabilité des examens complémentaires, et particulièrement des scanners cérébraux, où on va retrouver 8% de lésions sur les scanners, et au total, seulement 1% de lésions qui nécessitent une prise en charge neurochirurgicale. L'impact de l'irradiation pour ces patients-là, qui sont quand même en partie des sujets jeunes, il est quand même clairement non négligeable. Une femme sur 40
va développer une femme de 40 ans sur 8000 va développer un cancer en lien avec une simple irradiation liée à un scanner cérébral. C'est des études qui ont été réalisées à plusieurs reprises. Il y a pas mal de travaux sur ce sujet-là. Il y a clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un problème de coût-efficacité avec 90% de scanners totalement normaux et une difficulté d'accessibilité, même si ça s'améliore. Il y a 80% des scanners qui sont réalisés dans les services de radio, ce qui nécessite pour les urgences un brancardage relativement long et donc une perte de temps considérable pour la réalisation de ces scanners-là. Finalement, quand on se pose la question de trier les patients qui sont victimes d'un traumatisme crânien léger, ça revient à 4 éléments. Identifier les patients qui sont à risque de saignement, identifier les patients qu'on doit bilanter, identifier les patients qu'il faut qu'on surveille après leur évaluation initiale et identifier les patients qui devront être réévalués à distance de leur prise en charge. Premier élément, et c'est là que je vous dis que je me suis basé sur les recommandations qu'on a fait avec la SFAR auquel participait beaucoup de monde ici. Donc, sur l'identification du niveau de risque de saignement, on a identifié qu'il y a 3 niveaux, un risque élevé, un risque intermédiaire et un risque faible. La définition de ces éléments-là, ils sont présentés ici dans ce tableau-là. Je suis désolé de ne pas pouvoir le présenter de manière un peu plus conviviale, mais c'est difficile. Pour le risque élevé, il y a des éléments qui sont anamnestiques, c'est-à-dire l'existence de troubles de l'hémostase, la prise d'anticoagulants, une bithérapie antiplaquettaire ou alors une maladie hémorragique déjà connue, l'existence de signes cliniques évoquant une fracture de la base du crâne, ou alors des éléments cliniques comme une altération du Glasgow à distance à plus de 2 heures du traumatisme sans intoxication, l'existence de vomissements répétés, plus d'un épisode, des convulsions post-traumatiques ou l'existence d'un déficit neurologique focalisé. Pour le risque intermédiaire, l'âge supérieur ou égal à 65 ans avec une mono-anti-agrégation plaquettaire a également été retenu. Un Glasgow inférieur à 15 à 2 heures du traumatisme dans un contexte d'intoxication, un traumatisme avec une cinétique élevée et une amnésie d'effet de plus de 30 minutes avant le traumatisme. L'ensemble de ces éléments que vous retrouvez ici pour de l'intra-hospitalier, qui est globalement les seuls éléments qu'on retrouve dans la littérature pour identifier le niveau de risque de saignement des patients, on les a repris également sur la partie préhospitalière pour définir les malades qui peuvent être laissés au domicile. C'est-à-dire que si les patients n'ont pas de troubles de la coagulation préexistants, si ils n'ont pas plus de 65 ans avec un traitement antiplaquettaire, s'ils n'ont pas de contexte d'intoxication et s'il n'y a pas de symptômes en dehors de céphalée ou de signes de traumatisme évidents lors de l'appel, c'est des malades pour lesquels on peut envisager de les laisser au domicile. Ce qui peut, là aussi, modifier pas mal les prises en charge. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des gros enjeux, c'est de savoir quel malade il faut bilanter. Et par bilanter, bien évidemment, ce dont je parle, c'est le scanner. Parce que dans l'idée de beaucoup de personnes, enfin en tout cas de la population générale, un traumatisme crânien égale un scanner. Or, clairement, il faut arriver à sortir de cette idée-là. Et c'est un peu global parce que c'est vrai qu'on voit, par manque de connaissances, il y a des demandes assez importantes aussi émanant de la médecine générale ou autre sur ce typologie de patients-là. Et clairement, il faut trouver des éléments pour bien définir les modalités de prise en charge. Pour ça, on a donc défini que les malades nécessitant une imagerie sont les malades à risque intermédiaire et les malades à risque élevé. Il y a une grande modification dans les nouvelles recommandations, c'est qu'on n'attend plus pour réaliser le scanner. Le scanner, il peut être réalisé le plus précocement possible. C'est-à-dire que le malade passe les portes du service, vous l'évaluez cliniquement et vous demandez son scan. S'il est à risque élevé, on pousse pour que le scanner soit réalisé dans l'heure. S'il est à risque intermédiaire, on demande à ce qu'il soit fait le plus rapidement possible et il faut qu'il soit réalisé dans les 8 heures suivant le traumatisme. Tous ces éléments-là, ça change quand même pas mal les pratiques et ça change quand même pas mal les temps d'attente. Autre question importante parmi ces malades-là sur la partie du bilan, c'est pour quel malade est-ce qu'on doit réaliser une imagerie de contrôle ? Parce que très souvent, il y avait cette histoire jusqu'à il n'y a pas longtemps du scanner trop précoce qu'on voulait recontrôler 6 heures après. Aujourd'hui, la littérature est tout à fait en mesure de nous rassurer là-dessus et de nous dire que si on a un scanner initial qui est normal, qu'il n'y a pas d'aggravation neurologique,
que ce n'est pas un patient qui est âgé de plus de 65 ans et qui n'a pas de trouble de l'hémostase en dehors de l'aspirine seule. Et encore une fois, s'il y a une lésion sur le scanner initial, ça c'est quelque chose qui est hyper important, il n'y a pas lieu de recontrôler les imageries cérébrales. Maintenant, quels sont les malades qu'il faut qu'on surveille? Là aussi, il y a eu pas mal d'évolutions sur la littérature. Et bon, quelque chose qui n'a pas changé, c'est que les malades à faible risque de saignement, il n'y a toujours pas d'indication à la réalisation de l'imagerie. Il y a une partie que je ne spoilerai pas par rapport à la suite. Et si le scanner initial, donc réalisé quel que soit son délai, est normal, ne retrouve pas de saignement, c'est des malades qu'on peut laisser sortir du service de manière totalement sécurisée, sans risque d'aggravation. Un autre élément qui peut nous permettre de nous rassurer, c'est le Doppler transcrânien. Pour les malades qui vont avoir une lésion sur le scanner initial, des lésions minimes, pour se rassurer, pour rajouter un élément en termes, cette fois-ci plutôt d'orientation, c'est vrai qu'on pour l'instant on n'a pas trop d'éléments pour se dire qu'on peut renvoyer le patient au domicile immédiatement, mais on espère en avoir bientôt. Ces malades-là, on peut se dire il vaut mieux que je l'oriente vers un service de soins continus où il peut aller dans un secteur et surtout se dire qu'éventuellement on n'a pas besoin de garder le malade 24-48 heures aux urgences pour réaliser une imagerie de contrôle demandée par les services d'aval. Et donc les éléments qui sont importants sur le Doppler transcrânien, c'est l'IP et la vitesse diastolique, pour lesquels il y a des cutoffs qui sont assez bien définis, qui permettent de définir une absence d'aggravation neurologique précoce avec des valeurs diagnostiques qui sont particulièrement excellentes et typiquement sur les patients qui sont TC légers. Concernant la nécessité de la réévaluation de ces malades-là, c'est quelque chose qui nous a paru essentiel de définir. Alors, je ne rentrerai pas très loin dans les détails parce que ça fera l'objet d'une autre présentation derrière. Mais on a défini que les malades qui présentent des symptômes qui les gênent dans la vie de tous les jours à la suite du traumatisme crânien léger sont des malades qui vont nécessiter une nouvelle évaluation médicale pour juger de la nécessité d'examen approfondi pour aller un peu plus loin en termes d'exploration. Donc au final, le triage aux urgences des patients traumatisés crâniens légers, ça correspond à une évaluation précoce du niveau de risque de saignement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a plus lieu d'attendre cette fenêtre de 4 à 8 heures pour la réalisation du scanner initial. Ils peuvent être scannés immédiatement, les patients. Il n'y a plus besoin de recontrôler les scanners cérébraux qui sont normaux. Ça, c'est un message qui est très fort. Il y a peut-être un intérêt des biomarqueurs et des filières, mais je laisse les deux orateurs suivants définir ces éléments-là. Je vous remercie de votre attention et j'en profite pour remercier les différents experts qui ont participé aux recommandations. Et je vous mets ici la première page des recommandations. Merci.